Et on continue de parler du 116e congrès des notaires. Je suis avec Maître Stéphane David. Bonjour, notaire à Meudon, président de la première commission du 116e congrès des notaires de France, la commission sur les personnes vulnérables, c'est bien ça? Exactement là. Et je suis avec Maître Henri Chenelon, notaire à Toulouse, responsable communication du 116e congrès des notaires de France, spécialiste de la communication digitale. Vous êtes bien occupé? Bien sûr. Bah oui, non mais pas seulement, pas d'habitude, j'imagine que vous êtes très bien occupé, mais là, quand même, passer un congrès quasiment sur le digital... Bien sûr, absolument. Et puis un congrès qui a eu de nombreux rebondissements et donc sur lequel il a fallu communiquer longtemps. Et vous allez voir, ça va toucher encore plus de monde puisque tout le monde peut venir. Alors on va rentrer dans le détail de ces propositions puisqu'on le disait en première partie, un congrès c'est fait pour proposer, il faut qu'il y ait des suites. Un vrai sujet pour les notaires bien sûr, c'est la population qui évolue et qui vieillit. Vous êtes de plus en plus confrontés à des personnes âgées forcément comme l'ensemble de la population. Je voudrais qu'on revienne sur ce défi du notaire face à la personne vulnérable qu'est la personne âgée. Est-ce que c'est de plus en plus compliqué pour vous de savoir où vous allez sur un terrain miné et d'évaluer vraiment si la personne est capable de comprendre là où on l'emmène? C'est précisément l'objet de l'une des propositions qui consiste à déminer cette zone que nous appelons la zone grise. La personne est relativement âgée, ou pas d'ailleurs, hein. Nous ne sommes pas simplement confrontés à ce type de difficulté face à des personnes âgées, et elle souffre éventuellement d'un trouble ou présente quelques signes qui laissent à penser qu'elle pourrait souffrir de troubles cognitifs. Et c'est toute la difficulté pour le notaire, dans ce cas, d'instrumenter et d'agir, et de ne pas être réfréné par les doutes qui sont les siens. Et c'est l'objet de l'une des propositions de fixer un modus operandi précisément pour que les confrères aient une ligne de conduite à adopter qui soit claire et qui permette dans ce cas de permettre d'agir et de ne pas, comment dire... Mais c'est une sorte de protocole qu'on suivrait Exactement, qui consiste en cas de doute à se référer à l'homme de l'art, celui qui peut poser le diagnostic, c'est-à-dire le médecin. Parce qu'il y a quand même un chiffre intéressant, près d'un Français sur 10 entre 65 et 74 ans vivant à son domicile atteste des restrictions sévères dans sa vie quotidienne. C'est quand même beaucoup de monde. Oui, alors on n'est pas confronté à toutes ces personnes dans nos études, mais bien nombre d'entre elles, pardon. Non, mais j'imagine que sur les questions de succession, d'immobilier, de donation, d'immobilier, la vente de son logement pour pouvoir ensuite financer un EHPAD. Exactement, on est confronté à ce type de situation de manière fréquente. Il est important que nos confrères puissent avoir, encore une fois, une sorte de ligne de conduite à adopter qui leur permette d'agir et qui évite de mettre en place une situation qui peut être stigmatisante pour ces personnes-là, parce que finalement les doutes poussent certains d'entre nous à ne pas agir, et ce qui crée une sorte d'incapacité de fait qui est intolérable. Il y a ce fameux mandat de protection future qui existe déjà depuis longtemps, depuis 2007 je crois, ça fait un petit moment, que personne ne connaît. Tout le monde connaît... Bah non, mais dans le commun des mortels, on connaît la tutelle, mais le mandat de protection future, c'est pas vraiment quelque chose de connu. Vous voulez le faire évoluer? Vous trouvez qu'il a des... Enfin, pas vous à titre personnel, mais l'ensemble du Congrès a une proposition sur l'évolution de ce mandat. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler comment ça fonctionne? J'ai vu qu'il y en avait 1164 signés, 0,8% des mesures de protection. Oui. Donc, si personne ne connaît, c'est quand même pas non plus hyper commun. C'est bien trop insuffisant. Il faut admettre que les personnes ont du mal, que nos clients ont du mal à accepter l'idée d'anticiper sur leur prochaine dépendance ou leur prochaine vulnérabilité. C'est le défi majeur, c'est de faire connaître ce type de produit, ce type de contrat qui est un contrat essentiel et un merveilleux contrat, puisqu'il s'agit de mettre en place auprès d'une personne de confiance un système de gestion qui permettra, le jour où les troubles cognitifs seront trop importants, qui permettra à cette personne de confiance de gérer soit sa personne, soit son patrimoine, soit les deux. Il faut anticiper, quoi. Ça paraît de plus en plus essentiel. Nos clients ont pris progressivement l'habitude d'anticiper leur propre décès. Il devient essentiel dans la société actuelle d'anticiper également sa prochaine et sa possible dépendance. Donc la proposition pour le faire évoluer, c'est quoi ? C'est un peu frustrant parce qu'on reste dans une dimension juridique, comme le disait tout à l'heure notre président Jean-Pierre Prohaska. On est contraint de rester dans une dimension juridique, mais de ce point de vue-là, on essaye de faire en sorte que ce mandat, qui aujourd'hui n'est qu'un mandat de représentation, puisse aussi couvrir une zone en amont qui est une zone d'assistance. On peut avoir besoin d'être représenté, mais en amont,
on peut aussi avoir besoin d'être simplement assisté dans la vie quotidienne. Et à ce jour, le mandat de protection future ne permet pas de couvrir cette zone-là, ce qui nous paraissait dommageable. Et donc l'une des propositions consiste à élargir le mandat de protection future. Mandat de fatigue, j'ai lu. Une sorte de mandat de fatigue, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de graduation dans la dépendance et dans l'altération des facultés. Et on souhaiterait que l'ensemble des situations puissent être éventuellement gérées par ce type de contrat. Il y a la question du vieillissement de la population, bon, évidemment, mais il y a aussi la question de l'évolution des familles, de la constitution des couples. Le PACS, 238 000 signatures de PACS, 200 000 mariages. On est quasiment au même niveau. Et pourtant, dans le PACS, il y a encore plein de choses que les gens ne connaissent pas. Oui, je pense qu'il y a une ignorance assez générale, c'est-à-dire que les gens le voient comme une alternative au mariage. C'est un petit peu ce qu'il y a entre le concubinage et le mariage. Cela dit, les gens ne savent pas que ce système-là est dépourvu de toute protection pour le survivant en cas de décès. Alors c'est quelque chose qui est une question quotidienne pour les notaires. Alors on en parle, on se rend compte que les gens ne le savent pas, et c'est souvent à l'occasion d'une autre opération d'ailleurs qu'on aborde ces questions-là, une opération immobilière, autre chose qu'on Mais c'est-à-dire qu'ils le découvrent, Henri Chenelon, ils se disent je savais pas, je m'étais pas aperçu, mais là... Alors soit ils le découvrent parce qu'ils se disent c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose. En tout cas c'est la réaction, hein, puisque chaque fois il est extrêmement rare. En tout cas, je crois que j'ai jamais vu le cas. Non, c'est très bien, on fait rien, parce qu'on veut toujours faire quelque chose. Donc, soit ils le découvrent, soit ils s'en doutaient, ils attendaient le moment pour pouvoir en parler. Ils prenaient peut-être pas un rendez-vous pour ça. Ils venaient pour autre chose, mais c'était l'occasion justement d'aborder ces questions. Et donc là, vous leur dites attention, le PACS, c'est pas un mariage, la protection du conjoint n'est pas la même. Il fallait faire un testament jusqu'à présent. C'est ça, exactement. Le conjoint est protégé par la loi, de sorte que même si on ne fait rien, la loi supplée à ces dispositifs. Pour le partenaire, il faut prévoir quelque chose. Et donc, c'est par le testament qu'on prévoit la protection de son partenaire. Et donc aujourd'hui, vous demandez quoi? Une évolution sur ce cadre-là? Que le PACS devienne comme le mariage? Alors non, pas qu'il devienne comme le mariage, puisque nous pensons que c'est une richesse d'avoir 3 modes de conjugalité, le concubinage, le PACS, le mariage, mais par contre, permettre en tout cas de faire un peu plus, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans la majeure partie des cas, ce que souhaitent les gens dans les familles recomposées, notamment lorsqu'ils sont mariés, lorsqu'ils sont pacsés, c'est d'attribuer au moins l'usage du logement le jour du décès de l'un d'eux. Or, vis-à-vis de la réserve héréditaire que l'on connaît bien au profit des enfants, les deux ne peuvent pas se combiner. Et donc, on ne peut pas assurer aux personnes qui veulent faire un testament dans ce sens-là que ça fonctionnera et que ça fonctionnera sans problème. Donc, ce qui a été proposé... Quand vous dites que vous ne pouvez pas assurer, ça veut dire qu'il faut être sûr que les enfants soient d'accord? Voilà, exactement. Quand je dis qu'on ne peut pas l'assurer, c'est-à-dire que les enfants pourront le contester. Pourront dire, je n'ai pas eu droit au minimum légal que la loi m'accorde, et donc je conteste le droit que mon père ou que ma mère a consenti à ma belle-mère, à mon beau-père. Donc, la proposition qui est faite est tout simplement justement de limiter cette possibilité d'action par les enfants. Au lieu de donner plus de droits, alors indirectement c'est la même chose, mais au lieu de donner plus de droits aux partenaires pacsés, c'est limiter l'action des enfants qui ne pourraient pas agir justement contre le partenaire survivant pour un droit d'habitation qu'il aurait sur le logement du couple au moment du décès. Donc ça, c'est votre proposition. Alors, il ne faut pas croire que les PACS, ça se passe forcément mieux que les mariages. Il y a 58% des ménages... Non, depuis 99, un PACS sur 4 a été dissous. C'est un petit peu moins qu'un mariage, mais oui, ça se dissout aussi quand même, hein, un PACS sur 4. Il y a la question du PACS, il y a la réorganisation des familles. Un enfant sur 3 vit dans une famille monoparentale ou recomposée. Est-ce que le droit aujourd'hui a compris ça, ou il est quand même en décalage avec l'évolution de la société ? Alors, en tout cas, justement, sur ces questions-là, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 3 modes de conjugalité, concubinage, PACS, mariage. Il y a un petit peu deux positions à avoir, soit se dire, la loi offre déjà 3 menus, prenez un petit peu celui qui vous correspond le plus. Or, on se rend compte aujourd'hui que les gens, majoritairement, sont en concubinage, sinon en PACS, sinon en mariage. Et donc, la question derrière, c'est est-ce que ce n'est pas plutôt au droit de s'adapter à la société actuelle plutôt qu'aux gens de s'informer pour bien choisir le régime qu'ils souhaitent adopter, alors que parfois c'est pour une question d'image de l'institution qu'elle peut être rejetée.
Ces familles monoparentales, il y a un vrai sujet sur l'évolution de la société, la protection des enfants. Vous voyez dans vos études monter la thématique ? Bien évidemment, on est confronté quotidiennement à ce sujet-là et le droit essaie d'y répondre de la manière la plus souple possible. Notre difficulté dans le cadre du Congrès, justement, précisément, ça a été de prendre en compte cette évolution-là tout en restant fidèle finalement à cette idée qu'il existe 3 modes de conjugalité et que de bouger un pion, c'est tous les pions qui sont touchés. Donc c'est vraiment du travail d'orfèvre. La moindre modification du Pacs tend à rapprocher celui-ci du mariage et donc à dénier finalement la faculté de choisir un régime plutôt que l'autre. Donc il faut faire attention quand même à chaque petit grain de sable qu'on bouge. Vous avez parlé de réserve héréditaire. Il y a un sujet sur la réserve héréditaire ou... Bien sûr, la réserve héréditaire aussi fait l'objet de propositions pour l'adapter. Parce que nous croyons qu'elle est utile, qu'elle est nécessaire, qu'elle protège énormément et qu'elle a un vrai rôle dans notre société. Cependant, est-ce qu'elle est toujours adaptée aux questions actuelles? C'est pas sûr. Et donc, les propositions sont plus dans le sens de l'adapter pour assurer sa survie, plus qu'une question de faut-il la garder ou non. Mais c'est pour adapter sa survie par rapport à ceux qui héritent ou c'est pour celui qui décide de son propre avenir, de ses biens, etc., qu'il soit plus libre? Vous prenez quel chemin? Il est certain que justement, en favorisant soit l'un soit l'autre, c'est l'équilibre entre la protection et la liberté. Tout à l'heure, ce que je disais sur le Pacs, ça touche aussi la réserve, puisque à partir du moment où on empêche les enfants d'agir contre son beau-père, sa belle-mère, pacsé qui bénéficie d'un testament, directement, en réalité, il y a une atteinte à la réserve, puisqu'on limite ce droit-là. Donc ça, c'est vrai que c'est une première proposition qui indubitablement, touche la réserve. Il y en a d'autres. Alors, est-ce que c'est... Mais la question que je sous-entends derrière, c'est est-ce qu'en France, on pourra déshériter ses enfants à un moment donné ou pas? Non, l'objectif derrière, c'est plutôt d'organiser un pacte familial où les parents, les enfants, tous ensemble, choisissent de faire telle ou telle opération. Et dedans, les enfants renoncent directement à agir plus tard. Sur la question du logement, on en parlait juste avant avec Maître Prohaska. Vous parlez dans la présentation du congrès d'Airbnb, de l'évolution complète de la gestion du logement, mais il y a aussi un sujet de protection du logement, notamment dans la question du mandat de protection future. Il faut penser à son propre toit et au toit qu'on va laisser à ses enfants. Oui, nous avons fait le choix de proposer une mesure de libéralisation de la vente du logement et de permettre plus facilement à celui qui a été choisi, la personne de confiance, de pouvoir vendre le logement. Aujourd'hui, il faut nécessairement en passer par une autorisation judiciaire, ce qui crée des contraintes au risque parfois d'ailleurs de nuire à la vente qui est pourtant utile pour le mandant, donc pour la personne protégée. Donc l'une des propositions consiste à faciliter cette vente, tout en, là encore, toujours cette question d'équilibre, tout en respectant une réelle protection. C'est-à-dire que la personne désignée pourrait vendre sans l'autorisation du juge, mais nécessairement avec l'autorisation d'un subrogé mandataire, donc d'une sorte de deuxième personne de confiance qui vérifierait que cette opération qui est si importante pour la personne protégée ne vienne pas contrevenir à ses propres intérêts. Et alors c'est toujours très actuel, on est en octobre, on est, j'allais dire post-crise sanitaire, mais je crois que je vais un peu loin, on est dans la crise sanitaire. Il y a toute une partie sur la rénovation énergétique. Oui, me semble-t-il. Ben oui, il y a des propositions pour la création d'un congé pour rénovation énergétique. Absolument, absolument. Aujourd'hui, lorsqu'on a besoin de faire des travaux dans un logement qui est loué, le problème c'est qu'il y a un locataire dedans. Donc la première chose à faire, c'est de libérer le logement pour faire ces travaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de cadre législatif suffisamment efficace qui permette de faire ça. Donc alors bien évidemment, à l'amiable, c'est possible. Ça veut dire qu'il y a eu des cas. Il y a eu des cas chez les notaires de gens qui n'arrivaient pas à faire leurs travaux et du coup ça vous remonte et la proposition c'est qu'il faut... Bien sûr, ce sont des logements qui se dégradent, des gens dedans, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit parce qu'ils sont là et le bailleur n'a pas la possibilité de trouver un autre logement dans l'immédiat. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est des situations de blocage. Et donc, l'objectif, c'est justement que lorsqu'on arrive dans un certain cadre, il devienne possible de délivrer congé aux locataires sous réserve du coup de l'engagement, bien sûr, de procéder à des travaux pour augmenter les normes environnementales ou de décence, pour ensuite reloger, donc soit avec un droit de priorité pour celui qui était préalablement locataire, soit pour quelqu'un d'autre.
Mais c'est-à-dire que ça, c'est des cas qui sont arrivés souvent, quoi. Et du coup, ça remonte et vous dites, là, la loi ne va pas, il y a un blocage. Alors, ce qui est sûr, c'est que la première raison de l'augmentation de la vacance locative, et donc, enfin, ou plus exactement sont liés à des problèmes énergétiques. Sont liés à ces problèmes-là. Voilà, quelqu'un qui a un logement et qui n'a pas les revenus pour le rénover, qui n'a pas envie de le vendre ou qui ne peut pas le vendre pour X raisons, et ben voilà, le premier blocage, c'est celui-ci, c'est le besoin de travaux, des travaux qui coûtent cher et des travaux qui demande à ce que le logement soit vide. Un mot, il nous reste 1 minute sur la question des diagnostics immobiliers. Il y a aussi, il faut les rendre plus lisibles. Alors plus lisibles, oui. Alors les diagnostics, il y en a un peu plus, souvent, un petit peu tous les ans. On le voit dans nos actes de vente qui grossissent, les annexes grossissent. Ce qui est proposé, justement, c'est de rendre plus clair, plus net certaines dispositions pour que les gens finalement sachent exactement quoi regarder, si le reste ne les intéresse pas, qu'il n'y aura pas. Mais aujourd'hui, on voit bien que les diagnostics, les gens, enfin pour beaucoup en tout cas, ne savent pas trop ce que c'est, ne savent pas trop à quoi ça sert et du coup ne lisent pas vraiment. Merci beaucoup, Maître Stéphane David et Maître Henri Chénelon d'être venus parler avec nous de ce 116e congrès des notaires. Excellent congrès à tous les 4, puisqu'on était 4 au total. Excellent week-end sur BFM Business et à très bientôt dans le Club du Droit.